Fidèles internautes de Prime News Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Prime Politique, l'émission de décryptage de l'actualité sociopolitique nationale et internationale. Comme vous le savez, le président de la République du Bénin, Romuald Wadaye, était en tournée de travail, en visite de travail, voilà, dans les pays frères et amis, voisins limitrophes du Bénin. Avant de boucler la boucle en Côte d'Ivoire, dans la soirée de ce jeudi 4 juin 2026, le chef de l'État s'est rendu au Nigeria, au Niger et au Burkina Faso, puis au Togo, où il a tenu des séances de travail avec ses homologues, un déplacement qui pourrait marquer une décrispation des relations entre le Bénin et les deux pays sahéliens. Ces différentes visites, comme vous le savez, suscitent de nombreuses interrogations quant à leur implication diplomatique, économique et sécuritaire pour le Bénin. Et sous un autre registre, des mesures sociales ont été prises lors du dernier Conseil des ministres de la gratuité étendue à toutes les filles de l'enseignement technique et professionnel, à la dotation de plus de 2 milliards pour la prise en charge des urgences vitales en passant par les œuvres sociales à l'endroit des étudiants et les enfants de la rue. On en parle également dans cette émission. Et pour aborder tous ces sujets, nous recevons une expert en gouvernance qu'on ne présente plus, Joël Ataï Guédégbé. C'est notre invité de ce jour. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à vos internautes. Comment vous allez? Ça va, merci. Merci d'être là encore une fois pour les Plaisir. exercices. Alors, comme je le disais tantôt, le chef de l'État, Romuald Wadaye, était en visite dans les pays voisins du Bénin. Alors, comment analysez-vous déjà le choix du président Romuald Wadaye de débuter sa tournée sous-régionale par le Nigeria? Quelles peuvent être, selon vous, les raisons stratégiques de ce choix? La réponse est presque dans votre question. Non, sincèrement, ce fut le meilleur des choix possibles, mais ça aurait pu être tout un autre choix, qu'on aurait aussi trouvé de bonnes raisons, éventuellement de mauvaises raisons à cela. Mais j'ai la conviction que le Bénin est intimement lié encore plus intimement lié au Nigeria. Pour des raisons historiques, politiques et stratégiques, d'intérêt commercial, de coopération sécuritaire, et que sais-je encore. Nous partageons la plus longue frontière avec le Nigeria, plus de 700 kilomètres. À l'aune de cela, ce serait déjà une raison suffisante. Mais voyez-vous, le président Talon, l'année dernière, me semble-t-il, a inauguré avec le président Tinubu, non sans la présence ou l'implication très active de l'actuel président M. Wadaye, que le président Talon avait expressément fait venir ou auquel il avait expressément demandé de s'impliquer dans la mise en place du partenariat que le Bénin et le Nigeria ont conclu ou étaient en train de bâtir. Certains diraient une fois de plus, mais la dernière fois que ça a été fait, c'est, je crois, il y a 1 an, il n'y a pas si longtemps que ça. Et la volonté était que l'affermissement des relations bilatérales entre nos pays aille quand même plus loin que ce qui a été fait jusque-là. C'est une volonté délibérée d'explorer presque tous les domaines possibles d'interdépendance, d'interpénétration, pour ne pas dire simplement de partenariat. Et je n'ai plus la date exacte, mais il y a moins d'1 mois, sinon 2 ou plus, le Nigeria a encore signé un accord commercial avec le Bénin. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un accord, le même type d'accord a été signé plus tard entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et vous voyez très bien la dimension compétitive, concurrentielle. Alors que nous avons comme atout cette frontière-là, et ces relations historiques. On aurait tort de négliger cela. On aurait tort de nous adosser sur l'avantage de la frontière naturelle. Les choses ne se font pas seulement naturellement. Il faut être proactif. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et que ce soit ponctuellement en 77, lors du débarquement des mercenaires, ou le 7 décembre 2025, lors de la tentative de coup d'État,
et contre les institutions en place au Bénin, le Nigeria s'est montré promptement aux côtés du Bénin et dans nombre de situations. Donc, sans aller jusqu'à reprendre à mon compte la boutade qui voudrait que le Bénin soit le 37e État fédéral du Nigeria et qu'à l'inverse, éventuellement, le Nigeria soit le 13e département du Bénin, vous voyez à quel point les liens entre nos pays ont besoin d'être soignés. Et chacun mesure et, au regard des années de froid qu'il y a eu sous le président Boari, notamment avec la fermeture drastique des frontières, chacun mesure quand même ce que nous pourrions perdre, ce que nous perdons de toute façon à ne pas avoir les meilleures relations Donc, possibles avec le c'est des raisons Nigeria. stratégiques? Absolument, complètement stratégique. Elles ne sont pas, la stratégie n'est pas la même avec chacun de nos voisins, mais nous aurions tort non seulement d'ignorer l'histoire, comme diraient certains même, la géographie s'impose à tout le monde, on ne choisit pas ses voisins. Et pour les raisons que je viens entre autres de vous énoncer, nous sommes plus que dans la réalité du Nigeria. Au plan stratégique, si le Bénin ne l'a pas fait, sachez que le Nigeria a une cellule de veille stratégique par rapport au Bénin et s'intéresse particulièrement à chaque échéance électorale chez nous. C'est dire à quel point quand même nous comptons pour le Nigeria et que nous aussi nous pourrions compter sur le Nigeria pour avancer. D'accord. Alors, Donc il ne fallait pas perdre l'Est pour le Nord et vers les pays sahéliens qui, pour d'autres raisons, sont aussi de très bons voisins de notre pays. D'accord. Alors, les 4 pays visités par le chef de l'État, Ahmed Ouadaï, sont des partenaires majeurs du Bénin, comme vous venez de le souligner, pour le cas du Nigeria, bien sûr. Dites-nous, est-ce que cette tournée vient-elle, selon vous, concrétiser les engagements et l'esprit de rassemblement exprimés par le chef de l'État lors de son discours d'investiture? Oui, encore plus. Non seulement ces pays, fondamentalement le Nigeria, était représenté quand même par son vice-président. C'est pas rien. C'est la deuxième économie africaine. Ne parlons pas sur le plan militaire, le plan démographique, que sais-je encore, donc en termes de marché. Et donc, au-delà, on a vu la délégation nigérienne qui était de loin la plus importante, conduite par le Premier ministre civil, mais ayant en son sein le numéro 2 de la junte et pas moins d'autres personnalités influentes du régime nigérien. C'est dire à quel point il y avait de la demande de l'autre côté. Et quand on a vu l'AES au complet avec les ministres des Affaires étrangères du Burkina et du Mali, l'audience accordée... Avec toute la mobilisation qu'il y a eu autour. Absolument, on a vu l'audience même accordée dans la foulée de l'investiture par le président Ouaddaïni au ministre Abdoulaye Diop des Affaires étrangères du Mali. C'est dire que rien n'était à négliger et que si les relations ont connu des heurts et beaucoup de bas, pour ne pas dire ont été marquées par la tension, des invectives, voire pratiquement un début d'affrontement, et il était temps de renouer le fil du dialogue au plus haut niveau. Et en réalité, le fil n'a jamais été complètement rompu. Au fond, il faut dire que depuis 3 ans à peu près où il y a eu le putsch, le coup d'État qui a renversé le président Bazoum au Niger, et oui, il y a eu crispation en raison de l'intention de la CEDEAO ou de l'injonction de la CEDEAO à la junte de se retirer, à la junte nigérienne, de se retirer du pouvoir, faute de quoi elle subirait une intervention militaire de la CEDEAO. Hélas, il n'y avait que le Nigeria et le Bénin qui étaient frontaliers du Niger au sein de la CEDEAO et donc qui ont porté directement cette menace-là qui a été très mal vécue du côté de la partie du côté nigérien et qui nous l'a fait sentir de toutes ses forces. Le Bénin a fermé le premier les frontières en exécutant une décision communautaire. Et le président Talon l'a suffisamment expliqué. C'était pas rigoureusement le bon vouloir du Bénin.
Mais voyez-vous, et ça c'est une leçon que nous tirons tous de ces péripéties, au-delà des engagements communautaires, il y a à soigner absolument les relations de voisinage, les intérêts propres à notre pays et à avoir notre stratégie, au fond, à nous. Donc négliger le voisinage ne peut que nous faire du tort. Maintenant, il faut être deux pour dialoguer. Si les autres ne veulent pas de vous, n'entendent pas jouer le jeu et vont jusqu'à faire des injonctions sur les partenariats qui seraient les nôtres sans que nous on ait à redire sur ce que eux ils font, ça devient du mépris et il est de bon ton que notre pays se fasse respecter en restant ferme sur l'essentiel et ouvert et déterminé à coopérer malgré tout parce que c'est ce que commande le bon sens, c'est ce que commande l'histoire, c'est ce que commande même nos intérêts. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, hein. On a même eu l'arrestation des agents pétroliers du Niger qui s'étaient introduits frauduleusement ou indûment sur le site de chargement à ses mains. Leur condamnation, leur libération malgré tout par le Bénin, c'est quand même un geste de bonne volonté aussi. On aurait pu les retenir et être en train d'appliquer, d'exécuter la décision judiciaire. Et on a eu la visite du général Toumba, le numéro 2 de la junte au Bénin, à la suite des bons offices, de la mission de bons offices que les anciens présidents Yahi Boni et Nicéphore Soglo ont voulu, en tout cas, en conduite près des autorités nigériennes. Donc, voyez-vous, le terrain a été quand même ensemencé de bonne volonté, d'efforts de part et d'autre, mais ils n'ont pas été suffisants. Et même ce qui est en train d'être fait est encore loin de nous ramener à la situation antérieure. Il n'y avait pas de tension, de crise. Mais les effets d'annonce, les engagements pris au plus haut niveau cette fois-ci. On a vu la présence à l'investiture, le contenu des messages de félicitations au candidat Wadagne, lui-même le contenu de son programme de société s'agissant du voisinage avec ces pays, toutes choses qui concourent au fond à créer les conditions pour aller vers le dégel qu'on espère au bout des 15 jours qu'on a fixé au comité d'experts pour produire le rapport sur tout l'ensemble des situations à dégeler. Voilà. Donc, parlons justement de la mise en place de ce comité d'experts chargé de formuler des recommandations dans un délai de 15 jours. Surtout au niveau des pays sahéliens que Romian Wadaye a visités. Que pensez-vous de cette initiative? Non, c'est un passage obligé. Il ne faut pas rêver dans les relations interétatiques. Est-ce que ça va porter son fruit? J'ose l'espérer. Peut-être même se serait-il rencontré, voyez-vous, à la frontière, que pour autant la frontière n'aurait pas été ouverte dans la foulée. Donc il faut savoir patienter par rapport à ce genre de choses. On a attendu plus de 2 ans. Bientôt, oui, on a attendu près de 3 ans. Je crois que d'ici juillet, ça va faire le 3e anniversaire au pouvoir de la junte. Et bon, 15 jours de plus ou de moins. Et avec cet assaut d'amabilité, de bonne volonté, je crois que on est beaucoup plus vers le bon côté des choses que vers le pôle négatif. Et on avait malgré tout une frontière ouverte, pas directement ouverte sur le Niger, à Segbana, et avec la coopération du Nigeria, vous voyez à quel point le Nigeria peut être utile aussi. Avec la coopération du Nigeria, le Bénin a réaménagé un poste frontalier à Segbana, ce qui n'a pas moins permis de faire acheminer du matériel militaire commandé par le Niger et transitant, voire ayant été bloqué au port de Cotonou selon la junte au pouvoir. On ne pouvait pas avoir meilleure preuve de bonne volonté, de bonne foi du Bénin, qu'on accusait quand même d'abriter des bases arrières, des bases entretenues
Des T'as accusations sans pas, preuve, bien sûr. oui, des accusations sans preuve. Et même quand la partie nigérienne fut invitée à visiter les dites bases, elle a décliné l'offre, préférant les invectives et l'intoxication. Je crois que tout ce temps-là est derrière. Et donc, si s'ils ont donné 15 jours pour mettre en place les mesures de facilitation, il faut Peut le prendre espérer comme la ça. relance des Oui, même si activités 15 jours commerciales. s'ajoutaient, il y a eu des propositions par le passé de contrôle, même par la partie nigérienne en territoire béninois avant passage. Euh, En fait, tout ça, c'était du dilatoire. Le Niger avait refusé. Mais vous voyez, les postes de contrôle, les postes frontaliers de contrôle Juste à juxtaposés poser. qu'on est en train de mettre en place dans la sous-région. Le premier du Bénin, c'est avec le Niger que ça a été mis en place. Avant celui de Semekrake et celui d'Ila Kondji. Mais c'est un recul que de ne pas pouvoir se faire confiance à ce point. Mais si la demande sécuritaire était si exacerbée au niveau de la partie nigérienne, il fallait en prendre acte. Deuxièmement, le Bénin n'a pas moins une demande sécuritaire par rapport aux attaques terroristes dont il est l'objet et qui proviennent à l'évidence des zones frontalières qu'il partage avec ces pays-là. Donc il ne s'agit pas de s'accuser mutuellement, il s'agit de coopérer pour limiter ces incursions terroristes, pour limiter donc l'extrémisme violent, tout comme la criminalité transfrontalière. Et donc tout le monde gagne à coopérer davantage. Avant le coup d'État, le Bénin avait même établi des relations à un tel niveau avec ces pays qu'on n'était pas loin du droit de poursuite qui avait qui permettait de traverser la frontière pour poursuivre les assaillants. Le Bénin et le Niger avaient un accord de coopération sécuritaire que la junte s'est empêchée, s'est précipité, s'est empressé pardon, de dénoncer à son arrivée. Je pense qu'il va falloir réactiver tout ça et aller même plus loin parce que économiquement, il y a non seulement le pétrole qui coule, on a les rails qu'on attend toujours, de Parakou à Niamey, et on a davantage d'intégration entre nos pays. Et ma foi, je crois que ça ne peut être que tout bénéfice. Qu'on prenne le temps de bien étudier les situations qui ont pu fâcher, qui pourraient fâcher, et qu'on mette en place les mesures de confiance qui assurent une coopération aussi intensive que décomplexée. Ne faisons que perdre à ne pas explorer cela. Et Alors, les visites effectuées par le chef de l'État, Romuald Wadagni, ouvrent-elles, selon vous, une nouvelle ère de coopération entre le Bénin et ses voisins? oui, c'est le moins qu'il pouvait faire en arrivant. On ne peut pas faire la sourde oreille. Autant le Bénin se devait-il de se faire respecter, mais autant se doit-il également d'écouter, d'être attentif aux demandes et aux préoccupations des autres et vice-versa. Dans le discours d'investiture du président Wadaini, son ouverture, l'ouverture qu'il a exprimée lors de la présentation de son projet de campagne, a été réaffirmée, explicitée, mieux concrétisée par la présence des trois délégations de l'AES il y a un an, quand on les a invités à envoyer leurs troupes pour défiler auprès des nôtres le 1er août. Ce fut repoussé avec beaucoup de mépris. Donc vous voyez bien qu'on évolue. Et si pour la junte, le président Talon était l'obstacle, un poulain du président Talon est déjà plus acceptable pour eux. Donc il y a un temps où les prétextes et les alibis n'opèrent plus et il y a aussi que au niveau des opinions publiques, au niveau de la population, la demande était forte de reprendre ces liens-là parce que au fond, tout le détour par le Togo, le Burkina, pour ne plus utiliser le port du Bénin, a été en réalité un fiasco et n'est pas économiquement viable, n'est pas au plan sécuritaire quelque chose de tranquille. Et donc on ne fait pas
Et si on veut s'entêter, il faut pouvoir en payer le prix. Et donc, il est heureux que la partie nigérienne ait fait également le point, ait su écouter sa population, qui n'était pas moins en demande de repli. Chacun de nous est plus ou moins connecté à ces pays-là. Nous avons de la famille, des relations de part et d'autre. Donc, c'était une situation qui ne pouvait pas durer plus longtemps, même si on évoquait l'intrusion des forces non africaines. Je pense que c'est le temps de la désescalade. Et donc, quand on s'engage sur ça, pour un bon moment, ça ne peut que bien se passer. Le Bénin, le Burkina, par exemple, ont un conflit frontalier et ont décidé, comme le Bénin l'avait fait avec le Niger, de saisir la Cour internationale de justice de la Haye. Donc le Bénin est dans une dynamique de coopération pacifique et, et d'intégration aussi poussée que possible, malgré les difficultés qu'on avait avec le Burkina. Euh, le Bénin ne refuse pas d'accueillir et ma foi, fait ce qu'il peut pour les réfugiés burkinabés au nord du Bénin, voire même pour les réfugiés du nord du Togo. Et donc, et, et voilà, on fait avec le voisinage. Et avec le Togo, par exemple, malgré les tensions politiques, voilà, au niveau sécuritaire, la coopération est plutôt exemplaire, est plutôt pragmatique et efficace. Et c'est ça qu'il faut rechercher en dehors des inimitiés, des différences, des divergences même de vues. Le panafricanisme n'est pas uniquement déclinable dans la forme qu'on voit au Sahel. Le président Talon l'a rappelé devant les jeunes à la veille du 1er août. Et le panafricanisme, c'est aussi pouvoir dire devant les impérialistes, devant ceux qui veulent nous dominer, et ce qu'on ne peut pas accepter, ce qu'on souhaite, nous. Et donc, comme on dit, hein, comme dit Wole Soyinka, le tigre, le, Le le tigre programme bondit, pas sa solitude. non, il bondit sur sa Sa proie. foi, il la dévore. Il la dévore, n'est-ce pas? Donc, sans qu'il s'agisse d'agressivité, l'essentiel est d'être soi-même. Et le président Wadaini a fait une belle synthèse lors de son discours d'investiture en disant en disant haut et fort, même devant les tenants du panafricanisme, devant ceux qui nous déniaient le droit de choisir, nous, nos partenaires. Le président Wadaini n'a pas manqué de dire que le Bénin resterait fidèle à lui-même Il y a ses engagements. et à ses engagements. C'est aussi simple que ça. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, Joël Ataï Guédégbé, le Niger et le Burkina Faso, comme vous le savez, appartiennent avec le Mali à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui a pris ses distances avec la CEDEAO, compte tenu des divergences qui ont marqué leur relation avec le Bénin ces dernières années. Cette visite présidentielle peut-elle réellement changer quoi? Non, elle était attendue. Elle a été suivie même d'invitations du Bénin aux dirigeants de ces pays et je ne doute pas que lors de la rencontre entre le ministre Abdoulaye Diop des Affaires étrangères du Mali et le président Wadaini, probablement la même invitation n'a été adressée ou bien que lui ne fut pas porteur d'une invitation du président Goïta au président béninois. Et au fond, ça ne peut être que des retrouvailles et il faut convenir que il y avait une petite difficulté, petite mais elle avait son importance. La plupart de ces dirigeants ne se connaissent pas, et particulièrement ceux de la junte du Niger. Disons que les relations entre notre pays et ces pays, en ces circonstances, ont pu souffrir également de ce que les dirigeants n'entretenaient pas de relations suivies en dehors du capitaine IB qui était quand même en contact assez soutenu avec le président Talon, lui qui n'avait pas hésité à aller au Burkina accompagné du général Badame Santi pour négocier des accords sécuritaires avec le Burkina. Donc on aurait pu dire que c'est un régime militaire et que nous, issus d'un régime civil, on n'avait pas allé, et démocratique, on n'avait pas allé voir des putschistes ou je ne sais quoi encore. Donc le Bénin a fait plus qu'il ne fallait à l'époque avec le Burkina et on semblait aller quand même dans le bon sens quand
la dynamique AES a pris le dessus. La dynamique AES s'est révélée assez probante et effective, pour ne pas dire relativement efficace, au plan sécuritaire pour ces trois pays. Quoique, là où ils ont des frontières communes, ils ont ce qu'on appelle les trois frontières autour de la zone de Tillabéri, quoique seuls entre eux, ils soient quand même encore en train de faire face à l'extrémisme violent. Ça n'a pas régressé. Et comme pour autant, c'est dire à quel point la question est difficile, même quand on est entre soi-même, quand on est en alliance sécuritaire, quand on a le même partenaire militaire, pour ne pas parler de la Russie ou de ses dérivés qui s'appellent Africa Corps ou que c'est ou Wagner. Donc malgré ça, ils n'ont pas endigué le terrorisme. Nous avons aussi des trois frontières communes avec le Burkina, le Niger, au niveau du parc du W. On peut soigner cela, on peut apprendre les uns des autres. Pendant longtemps, le Niger était le pays qui avait le plus à apprendre aux autres. En tout cas, le Bénin était prêt à apprendre du Niger. Et il ne faut pas négliger la coopération entre les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée, qui de toute façon font aussi face au terrorisme. Quelque chose avait été mis en place qu'on a appelé l'initiative d'Accra, qui devait être basée sur un financement volontariste et assez autonome en tout cas de la sécurité, de la coopération sécuritaire entre ces États-là. Hélas, comme vous le dites, non seulement la cassure est née avec la CEDEAO, mais l'initiative d'Accra aussi s'est retrouvée paralysée et un peu du fait du développement de la méfiance. Donc il faut reprendre tout ça parce que ça implique la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin Justement, et les quelles pays du Sahel. concessions réellement on Non, peut c'est attendre les de ces concessions. pays-là? Les concessions ne s'énoncent pas sur la place publique comme telle. Chacun fait l'effort de réduire ses prétentions. Et on voit là où chaque tel disait que, je vous donne un exemple, et là où la CEDEAO demandait à la junte de plier bagage avant 2 semaines, sous peine de subir une intervention militaire. On voit très bien qu'on n'a pas pu aller à cela. Le président Talon a repris la parole par rapport à ça pour dire que manifestement, ce temps-là est passé. C'est une concession majeure, c'est un renoncement. Et voilà. Le Nigeria n'a pas moins été dans cette posture-là, parce que c'est des deux frontières du Bénin et du Nigeria que le Niger pouvait craindre une attaque de la CEDEAO. Donc si ces deux pays abaissent le niveau d'exigence, et de l'autre côté également, on doit s'attendre à des efforts où on en prend acte. Le Nigeria est gros fournisseur d'électricité au Niger. Donc sans l'électricité, vous ne pouvez pas faire tourner votre économie. Et le Niger n'était pas mécontent de recevoir le courant électrique entre le Bénin et le Nigeria. Malgré tout ce qu'on s'est dit, le pétrole a quand même continué à circuler dans le pipeline pour être chargé à ses mains. Donc il y a des concessions mutuelles qui sont faites de part et d'autre, là où ce n'est pas de si grande importance que ça. Et même quand on a pu exagérer verbalement ou devant toutes les caméras du monde, on oublie, on fait semblant de n'avoir jamais tenu ces propos. Qui aurait pu imaginer tout cet assaut d'amabilité, de bonne volonté de la partie nigérienne à l'endroit de la partie béninoise, alors qu'il n'y a pas si longtemps, même le Bénin a été obligé de rappeler son ambassadeur. Au passage, M. Agonkan, qui, après sa réélection comme député, est désormais ministre de la Défense et probablement va être un interlocuteur de poids et de choix avec la partie sahélienne. Donc tout est dynamique en réalité, il n'y a pas de position figée. Le général Toumba, qui était revenu au Bénin derrière le Premier ministre, était parti à un moment donné sur des positions très radicales. Pourtant, il est venu au Bénin. C'est une forme de concession qui ne dit pas son nom. Et il a été, après l'élection du président Wadaini, encore plus radical. Là où on pensait que c'était le général Tiani, le président de la junte, qui était
le champion du radicalisme et de l'invective. On a vu une inversion des rôles et le général Tiani devenir de plus en plus avenant. Je fais référence aux messages de félicitations et aux délégations qui ont envoyé à tout ce que chacun de nous a pu voir des images de la visite du président Ouadani. Et donc, ça veut dire que la confiance revient de part et d'autre. Ça ne se décrète pas. C'est dans l'attitude et c'est dans l'appréciation des autres. Et donc, le seuil de méfiance s'abaissant, il est plus facile de se parler, d'échanger, de voir ce qu'on peut faire ensemble, ce qui n'est pas possible non plus. Alors, outre le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le président Romuald Ouaddaï a également visité le Togo. Il y a eu un tête-à-tête avec le président Faure Singbe. Il a également été en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut réellement attendre de la visite du chef de l'État dans ces deux pays? C'est une très bonne chose que le président Ouaddaï ait pu faire le tour de tous nos voisins en quelques jours. Voilà, c'est des choses qu'il ne fallait pas trop attendre parce que non seulement les autres nous ont félicités, ont envoyé des délégations et c'est toujours là qu'il faut pouvoir faire la preuve de sa bonne volonté, de son respect pour ses voisins. Quand vous emménagez dans une maison, c'est vous le nouveau. Et donc vous allez vous présenter aux voisins. Et si je fais une analogie, quelle que soit l'urgence des problèmes que vous avez à résoudre dans votre appartement ou bien dans votre pays, c'est du même acabit. Et donc dans la tradition diplomatique du Bénin, et voilà, ce tour-là se fait plus ou moins selon l'état des relations qu'il y a entre les deux pays. En 96, par exemple, le Bénin était en froid avec tous ses voisins, sauf le Niger. Le président Soglo n'avait pour porte de sortie, ou le Bénin n'avait pour porte de sortie que le Niger. Et symboliquement, on voyait le président Soglo d'ailleurs souvent faire du covoiturage, si je puis parler comme ça, prendre l'avion présidentiel nigérien en compagnie du président Mahaman Ousmane pour ses déplacements à l'étranger. Et tout de suite, quand le général Keiko est revenu, lui qui fut au pouvoir avant et qui avait certainement, en dehors du général Abacha au Nigeria, donc qui entretenait déjà des relations assez approfondies avec les autres, lui, il a su renouer le contact. Donc c'est un cycle assez permanent. On souhaite qu'il n'y ait pas de crise, qu'il n'y ait pas de crispation qui pousse à faire plus qu'il ne faudrait. Mais c'est simplement de la courtoisie. Oui, de courtoisie. Courtoisie à plus d'un titre. Le président Faure Singbe, malgré sa jeunesse, est un doyen pour beaucoup de présidents, encore plus pour le président Ouaddaï, qui est définitivement le cadet de tous. Et il y a d'autres doyens en âge, Tinubu et Alassane Ouattara, qui sont de la sous-région et qui sont à la tête des deux économies les plus importantes de la CEDEAO. Donc, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il est important déjà de manifester sa considération pour ses dirigeants, pour les peuples de ces pays-là, afin de créer une atmosphère plus favorable à la coopération qu'on prône, qu'on recherche. Vous ne pouvez pas avoir de coopération fructueuse si vous n'avez pas un minimum de relations entre vous. Et pendant que vous parlez de AES et de CEDEAO, il y a malgré tout quelque chose qui tient, et mine de rien, c'est l'UMOA, dont les trois pays de la CEDEAO sont membres, pour ne pas dire, sont toujours membres. Vous parlez des pays de l'AES? Oui, les trois États de l'AES sont trois États majeurs aussi de l'UMOA, où nous avons une coopération économique très poussée, une intégration qui va jusqu'à la monnaie. Le franc CFA, pour ne pas le nommer, le franc CFA qui n'a pas moins pour partenaire la France, que ces pays-là, a priori, rejettent, ou dont ces pays rejettent certaines formes de politique. Il ne faut pas non plus mélanger les choses. Mais aujourd'hui, l'AES, c'est un pays membre de l'AES, pour ne pas dire le Burkina, qui préside le Conseil des ministres
de l'UEMOA, vous voyez que les ponts ne sont pas complètement rompus, qu'il y a assez d'efforts de bon sens, que c'est pas braqué partout. Le président Wadaï n'a pas moins des atouts, lui qui, en sa qualité de ministre des Finances, fut président du Conseil des ministres de l'UEMOA pendant 2 ans au moins. Même si ce n'est pas les mêmes ministres qui sont en place, il n'a pas moins une certaine vue sur la sous-région et quelques interconnexions de part et d'autre. Les juntes militaires travaillent aussi avec des civils qui n'ont pas changé du jour au lendemain. Donc, il est possible de maintenir intact, pour ne pas dire, en tout cas, d'entretenir la coopération qui est déjà là, que personne n'a cassé. On a la libre circulation entre les pays membres de l'UEMOA. Et au demeurant, même s'agissant de la rupture entre les pays de l'AES et de la CEDEAO, les sortants ont manifesté et la CEDEAO ne s'y est pas opposée, au contraire, de part et d'autre. Chacun s'est préoccupé de maintenir la libre circulation des populations. Et pour les biens, c'est plus compliqué. Ou en tout cas, les choses, bien que compliquées, sont quand même une priorité à traiter par ces pays-là. Sinon, les États de l'AES sont ceux qui ont même plus de ressortissants dans les pays de la CEDEAO. Donc, à un moment donné, au-delà des condamnations, des invectives, de toutes les déclarations et proclamations, le bon sens triomphe. Et je crois que chacune des communautés travaille, et pour ne pas dire les deux, malgré tout, travaille à maintenir ces acquis qui sont fondamentalement, pour ne pas dire concrètement, ceux des populations. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même important quand on nous compare à d'autres sous-régions. Et, ma foi, les progrès faits en Afrique de l'Ouest méritent d'être maintenus et, pour ne pas dire, améliorés. Et passer le temps des crises, le temps de la méfiance, il faut que la confiance permette de faire mieux. Merci beaucoup à vous. Alors, on va aborder un autre volet de l'actualité dans cette émission. Vous savez, désormais, il est interdit au Bénin de refuser les pièces trop froissées et les billets assez déchirés et autres. La loi a été votée au Parlement. Comment est-ce que vous voyez cette initiative? La loi est faite pour prendre en compte les exigences de la vie publique, voire privée. Elle est faite pour être respectée. Et ce qui va sans le dire va mieux en le disant. Et la situation des billets refusés, des pièces de monnaie abîmées refusées, même non abîmées refusées, et en général dans les échanges, commençait à trop durer. Et surtout que, Ah bon. oui, puisque on avait Vous la l'avez preuve. déjà tombé à quelqu'un, il a refusé une fois? Oui, Vous avez vécu ça? oui, oui, mais hélas. Et sous plusieurs formes, on se surprend à avoir entre ses mains un billet complètement froissé, imbibé d'essence, de carburant, d'hydrocarbures, sentant, enfin, pas très agréable même à mettre en poche ou dans son porte-monnaie parce que vous allez souiller vos propres vêtements, en tout cas, bon. Donc, on pouvait avoir mieux. Et on sait, par exemple, que pour certains billets, ils sont très abîmés à cause de leur manipulation lors de la vente de carburant au bord de la voie. Et il n'y a pas que ça, même en mouillant les billets, en les froissant, nous avons une manière de manipuler, de traiter les billets qui ne favorisent pas leur bonne présentation. Mais nous ne le savons pas, nous oublions souvent qu'un billet, lors de sa fabrication, coûte très cher à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire à nos pays et à nous-mêmes. Donc, au fond, nous nous faisons mal comme ça. Qui plus est, si dans les échanges, on se met à refuser ces billets parce que on n'a plus confiance en leur valeur, billets déchirés, et que sais-je encore. Et oui, il y a problème là. Et sur le droit
des consommateurs, le droit des clients, le droit des citoyens tout simplement à s'appuyer sur les signes financiers, les signes monétaires, pardon, qui facilitent les transactions. Donc c'est une entrave aux échanges. Alors, Évidemment, vous êtes ceux heureux qui... pour Absolument. l'adoption de cette Oui, loi? il est nécessaire qu'on rappelle tout un chacun à l'ordre, tant sur la conservation des pièces, leur unique usage pour ce à quoi ils sont destinés, dans toute la mesure du possible. Euh, Certains refusent même les pièces jaunes, même les pièces tout simplement Mais en est-ce que vous disant avez que l'impression que cette loi va non, réellement la loi mettre fin seule, à cette pratique? la loi n'a jamais rien réglé du jour au lendemain. La loi a besoin d'être comprise, d'abord d'être prise en connaissance de cause et pour transformer la situation sociale, voire politico-économique qu'on veut adresser. Donc une bonne loi, c'est une loi qui a fait le tour de la question et qui essaye d'apporter des réponses à des situations. Mais il faut encore que chacun se l'approprie, en comprenne le bien fondé. Et sinon, même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais si vous l'ignorez, vous allez la violer et être en délicatesse avec la justice qui sévit lors du non-respect des lois. Donc il y a une phase forcément de sensibilisation, d'explication du bien fondé de ces mesures-là, qui étaient des mesures de bon sens qui semblaient aller de soi. Mais si on a cru devoir les réaffirmer maintenant, c'est que la situation aussi avait atteint manifestement un point exigeant l'intervention des autorités publiques. Au Togo voisin, on évoque souvent le Togo qui est similaire à nous, qui utilise les mêmes signes monétaires. Et les citoyens togolais respectent beaucoup plus ce que la loi vient de prendre en considération. Donc, n'ayons pas peur des mots. Le Togo était largement en avance sur le Bénin en termes de civisme et par rapport à l'utilisation des pièces de monnaie et au respect de... Donc on a un effort à faire. Parfois, il est légitime d'avoir peur devant un billet déchiré, un billet sur le... Des gens écrivent sur des billets, on ne devrait pas faire toutes ces choses-là. Voilà, disons qu'on manipule très mal les billets, et donc il faut qu'on se reprenne un peu. Et Désormais, que tout ça va peut-être changer parce qu'on a désormais un département ministériel chargé de l'éducation l'engagement, civique. Donc, à l'évidence, certainement, il y ce aura... département a encore un champ d'action qui se dessine tout seul, sans parler de tout ce qu'on avait déjà à redresser dans la circulation. Nous manquons sérieusement de civisme. Et moi, j'ai coutume de dire que l'observation de la circulation d'un pays vous renseigne grandement sur l'état de sa gouvernance. Si on ne respecte pas les lois, le minimum, le code de la route, qui est la loi fondamentale de la circulation, plus la courtoisie, si on ne respecte pas ça, c'est qu'on ne respecte pas grand-chose. Et c'est pas anodin, mais c'est pas désespéré. On peut se ressaisir. Il suffit que les policiers aussi soient un peu mieux formés à cela, parallèlement, que la sécurité routière fasse davantage d'éducation routière, au-delà des slogans creux. Il y a des situations concrètes sur lesquelles on peut agir. Quand on prend le carrefour de Topala au niveau de Ajali, il y a quand même un défi civique, un défi sécuritaire qui tarde à être adressé. Un commissariat n'est pas loin, mais est de très peu d'effectivité par rapport au désordre qui est sur ce carrefour, par rapport à l'insécurité qui, qui menace tout le monde, que ce soit les piétons, les pousseurs, voilà, ceux qui poussent Donc, le nouveau les ministre a pousse-pousse. beaucoup à faire. Le nouveau ministre, les anciens ministères aussi, pour ne pas dire le commissariat d'Antokpa, la sécurité routière doivent nous démontrer leur capacité quand même à proposer une éducation routière, une éducation sécuritaire et à mettre en place un ordre public quand même assez net. Sinon, ça a désespéré des services publics de Parlons notre pays justement de cette sans que ça loi. dédouane nos concitoyens de leur incivisme. Hein. Et
comment est-ce qu'on peut faire pour réellement amener les commerçants et les vendeurs à comprendre l'intérêt général et appliquer cette disposition? Ce ne serait pas du jour au lendemain. C'est tout un plan de Que communication. peut-on réellement faire? Ah, mais non, ce qu'il faut faire, c'est l'éducation couplée à la répression. Puisque la loi, comme La on dit, répression. oui, oui, il n'y a pas de Désormais, il y a une amende, hein. Oui, notamment. Est-ce que vous ne pensez pas que cela est un peu exagéré ou Pourquoi? excessif? Non. Il faut. On dit qu'il n'y a pas de sanctions sans loi, il n'y a pas de peine qui n'ait pas été prévue. Donc la loi peut-être vient combler ce vide-là. Désormais, tout se tient et à chacun d'intégrer cela. Il est vrai qu'il faut des mesures d'accompagnement. Je prends en principe la Banque centrale a des mécanismes pour retirer de manière cyclique de la circulation les billets les plus abîmés, les signes monétaires qui ne sont plus fiables et autres. Là, il y a tout un travail qui est fait, peut-être qui n'est pas suffisant. Et donc, ça ne peut pas, ça ne saurait cesser. Voilà. Deuxièmement, si je rapporte un billet déchiré ou sur lequel on a écrit, on doit pouvoir aussi me rassurer en m'échangeant le billet. Je vous ai rappelé que un billet, même une pièce de monnaie, coûte plus cher que sa valeur faciale. Donc, c'est pas non plus une petite affaire. Donc, il y a des remplacements qui doivent être faits spontanément, sans qu'on le sente. On découvre de nouveaux billets dans la circulation assez régulièrement. Il y a de nouvelles pièces, mais ce n'est pas une raison pour abîmer abusivement les autres. Et quand il y en a qui ne font pas l'affaire, il doit y avoir aussi, et je crois que ce dispositif existe, il doit y avoir un mécanisme pour échanger les signes qui manifestement ne font plus l'affaire, mais qui pourraient créer des déconvenues, des incompréhensions. Mais en cas de persistance, en cas de mauvaise foi de ceux qui ne voudraient pas reconnaître ces signes-là, il faut qu'ils répondent devant la loi de leur attitude, de leur refus d'appliquer la loi. C'est comme ça qu'un pays est censé fonctionner, qu'on est bon citoyen ou non. Alors, sur un autre volet, rapidement prendre votre avis sur ce sujet. Le nouveau gouvernement est désormais en place. Il compte 24 ministres, dont 17 nouveaux entrants et 7 reconduits. Que vous inspire cette équipe largement composée de technocrates? Ah, je me méfie de ce qu'on appelle technocrates. Bon, lorsque vous évaluez ou analysez un peu le profil de ces Non, ministres-là, non, quelle est votre analyse? jusque-là, on n'a pas vu la plupart d'entre eux en situation de politiciens. Oui, donc je ne saurais m'avancer. Peut-être que c'est des militants très convaincus d'un parti ou d'un autre. Et donc, ceci étant, il est Mais quel est indéniable votre quand même regard que... sur ce gouvernement? Non, non, il est indéniable que ce sont des profils assez pointus au plan technique. Voilà, mais la compétence à ces niveaux-là est double. La compétence se doit, autant que faire se peut, d'être technique ou professionnel d'un domaine, mais politique également. Un ministre est un homme politique, est une personnalité politique. Vous ne pouvez pas venir seulement vêtu du manteau de technocrate. Moi qui ne suis membre d'aucun parti politique, je le dis avec beaucoup de gravité. Non qu'il faille mettre que des membres de partis politiques là, mais un ministre est au sens littéral du terme non seulement un serviteur. Le premier conseil des ministres a permis au président Wadagne de rappeler à quel point les ministres ne devraient pas prendre leur nomination comme une simple récompense, mais une obligation de travailler avec intégrité et avec humilité à atteindre des résultats. Des résultats qui sont définis par un homme politique, quelqu'un qui est allé devant, qui par le biais du suffrage universel, et voilà, a été commis, sinon élu par l'ensemble du corps social ou du corps électoral en tout cas, pour diriger les institutions, pour être la clé de voûte des institutions de notre pays. Je parle notamment du président de la République, mais c'est à la limite valable pour les autres élus, que sont les parlementaires ou les élus communaux. Bon, donc, à partir de là,
quand on travaille à ce niveau-là avec euh, un élu, il faut se mettre à son niveau. Il faut se mettre à son diapason, voulais-je dire. Il faut pouvoir traduire ou reprendre à son compte le projet de société que porte notamment un président de la République qui détermine, selon notre constitution, et conduit la politique de la nation. Donc, vous ne pouvez pas être ministre sans être dans la conduite de la politique. Et c'est pas forcément de la politique politicienne, mais ce n'est pas moins et, sur la base de préoccupations politiques, d'engagement politique. Ce que le président Wadaï a dit, le projet de société est politique. Que lui-même ne soit d'aucun parti politique n'est pas le problème à ce niveau-là. Ça a été présenté dans un cadre politique. Et les citoyens, selon leur liberté de conscience, de choix, ont porté leur suffrage majoritairement vers ce projet-là. Il y en avait un autre, il aurait pu y en avoir d'autres. Donc c'est des visions politiques. Les ministres, aussi technocrates qu'ils soient, aussi pointus qu'ils soient, ne peuvent que, se doivent de se mettre à cette école-là, de savoir que quand ils seront sur le terrain, oui, ils vont expliquer les choses, ils vont s'expliquer les choses techniquement à partir de leurs compétences, de celles de leurs conseils techniques, de leurs collaborateurs. Mais ils vont devoir regarder la réalité sociale, la réalité politique qui est devant eux. Et donc ils vont devoir se convertir à l'action politique, qui veut dire simplement transformation, et par les moyens de la puissance publique ou par les politiques publiques. Là, c'est pas la politique politicienne, mais ce qui est destiné au public, à un moment donné, est nécessairement frappé du sceau politique, qui n'est pas à prendre de manière péjorative. Et vous avez vu, des gens sont arrivés sans qu'on ait su trop s'ils avaient une fibre politique, pour tout dire, pour dire assez vite les choses, s'ils étaient des gens à l'aise devant les foules, et pour les haranguer, pour faire des promesses, pour les faire mousser. On a vu lors de la tournée gouvernementale, il y a 2 ans, sur la vie chère, on a vu des gens qu'on aurait été absolument loin de soupçonner de capacité à être en interaction avec les populations, se révéler. Et un de ceux qui sont révélés à la surprise de beaucoup d'entre nous, on commence par l'oublier, ce n'est rien d'autre que M. Wadaï, qui, lors de cette tournée, avait déjà fait sensation. Donc c'est pour dire que souvent, derrière un technocrate bon teint, pourrait se trouver un politique averti. Quoique, au fond, il faille convenir que nous avons besoin autant de techniques que de compétences surtout. Les deux vont de pair. Et tant qu'à choisir, comme disait le président Zissou, hein, il préfère un politique averti qu'un technocrate imbécile. Je n'ose croire qu'on soit face à cette dichotomie avec ce gouvernement-là. Et j'espère que ceux qui ne sont pas à niveau politiquement vont intégrer les exigences de leur poste. Et voilà, se mettre au diapason du président et pour le servir, c'est lui qui les a choisis. Et satisfaire les populations. Et donc vous avez parlé des mesures qui ont commencé à être prises. Voilà, donc elles vont dans cette attention-là aux besoins de la population. Elles vont dans le sens de l'exigence d'être en cohérence avec les politiques publiques qui sont en place, ou de veiller à mettre en place les politiques publiques complémentaires qui sont nécessaires. Parlons justement des mesures sociales qui ont été prises lors du dernier Conseil des ministres, de la gratuité étendue à toutes les filles de l'enseignement technique et professionnel, à la dotation de plus de 2 milliards pour la prise en charge des urgences vitales, en passant par les œuvres sociales à l'endroit des étudiants et les enfants de la rue. Que vous inspirent ces mesures du nouveau gouvernement? Non, elles Monsieur sont... Ouada et Joël Lata a la parole. Ben, vous l'avez dit vous-même, hein? Non, c'est une question. C'est pratiquement... Si dès le 2e Conseil des ministres de ce gouvernement, on semble
démontrer une préoccupation à tenir les promesses de campagne, en tout cas à attaquer certaines situations. Et, ma foi, ça ne peut qu'être encouragé. C'est le signe que nous sommes en partie dans la continuité de ce qui se faisait depuis sous le président Talon, mais même au-delà du président Talon, depuis assez longtemps sur un certain nombre de politiques publiques. Peu importe ceux qui ont été présidents, l'engagement était toujours, ou les signes ont toujours été à peu près les mêmes. Mais forcément, là, on voit quelque chose de spectaculaire. On voit une forme de concrétisation, une forme de volonté d'aller plus loin, d'approfondir. Et indéniablement, c'est à l'honneur du président ou du candidat devenu président qui semble donc en cohérence dans l'action par rapport aux paroles et aux promesses tenues. C'est probablement aussi le signe que les choses ont été assez bien étudiées, sont bien maîtrisées et n'ont pas eu besoin de beaucoup de préparation, de recherche. S'il fallait tâtonner, s'il fallait... En cas, ce genre de mesure ne se prend pas à l'emporte-pièce a priori, c'est qu'on s'appuie déjà sur des données, sur des études disponibles et donc la décision est d'ordre politique en termes d'opportunité, de faisabilité et de cohérence maintenant avec la vision globale qu'on est en train de porter. Et donc ça ne peut qu'honorer l'équipe du président Wadaï. Alors, ces mesures sociales, comme on le dit, vont-elles réellement améliorer la scolarisation ou encourager le maintien des filles à l'école lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, de la sixième au Convenez terminale? que c'est pas c'est depuis assez longtemps qu'on parle de gratuité. Pour l'école primaire, depuis la conférence nationale, ça a été souhaité. Le président Soglo a essayé de la mettre en œuvre au cours primaire. Sous le président Kérékou, on a fait un effort pour préciser encore que ce serait pour les filles dans le secteur public. Et donc, non sans difficulté, hein, il y a eu des biais, il y a eu des détournements de mesures. Et si maintenant le président Wadaï et son équipe affirment et s'engagent plus résolument encore dans cette voie, c'est dire qu'il y a là un défi qu'on est encore loin d'avoir relevé. Mais il faut souhaiter de toutes nos forces que cela permette de scolariser encore plus de filles, que l'accessibilité financière à l'école ne soit plus le frein à la motivation des filles, de leurs parents, pour ne pas dire de tous les jeunes en âge d'être scolarisés. Il ne faut pas que la question de l'accessibilité financière soit un frein. L'égalité se joue à partir de l'école, généralement à partir de l'éducation. Donc une nation, un État a absolument le devoir d'offrir dans toute la mesure du possible les mêmes chances à tous ses enfants. Après, c'est le travail de chacun qui fait la différence, mais au minimum, il faut créer ces conditions. Et si le financement est toujours un handicap, oui, les gouvernements successifs de notre pays ont raison de s'attaquer à ça. Et évidemment, c'est déjà limité à l'enseignement public. Et ce serait même ça n'aurait même pas de sens de l'imposer au niveau du privé, parce que le privé est le privé. Nous sommes dans un système libéral. Et donc, vous allez dans le privé si vous vous sentez en mesure de payer le prix de la prestation qui y est offerte. Mais le privé n'est pas toujours synonyme de qualité, même si à certains moments, le privé dans l'enseignement a été souvent porteur de qualité, de meilleures conditions de travail, parce que au fond, l'argent joue un rôle discriminatoire. Et tout le monde ne pouvant pas payer, il y a toutes les chances qu'il y ait plus de personnes là où c'est gratuit ou bien moins cher que là où le coût financier est plus élevé. Et s'il y a moins d'élèves, moins d'affluence au niveau du privé, à supposer que les enseignants soient de même qualité, que les infrastructures soient les mêmes, oui, le privé ferait la différence parce que
l'enseignant aurait été, comme les élèves, mis dans les meilleures conditions d'effectif et pour la délivrance de l'enseignement. Mais l'éducation, on le sait, c'est toute une combinaison de valeurs, de curricula, de modules et que sais-je. Mais on a beaucoup parlé, par exemple, des cantines scolaires depuis quelque temps. Et voilà aussi un autre facteur non seulement de maintien des enfants à l'école, mais de qualité. Moi, je préfère même souligner le fait que depuis 2 ans au moins, le gouvernement précédent mettait de plus en plus l'accent sur l'apport nutritionnel. Et c'est pas la quantité d'aliments, c'est la qualité des nutriments, les vitamines et autres là. Donc il y a tout un programme. Et je crois que les dernières mesures prises par le gouvernement n'ont pas moins mis le focus sur les apports nutritionnels. Je crois qu'il est même question d'une usine pour fabriquer des comprimés ou des compléments alimentaires de ce type-là. Voilà, donc si un État en vient à s'intéresser à la qualité, aux vitamines qui sont requises pour la croissance, pour le bon développement des enfants, il faut saluer ça. C'est des choses qu'on a souvent négligées, mais qui jouent le kwashiorkor, par exemple, vient des déséquilibres nutritifs. Donc, un enfant qui n'a pas eu les bons apports en nutriments au bas âge est handicapé pour l'assimilation à l'école. Donc, il faut s'attaquer à beaucoup de causes. C'est le financement de la scolarité, c'est la disponibilité des enseignants, des manuels. Il faut de bonnes classes, il faut des effectifs moins bondés, il faut des repas corrects, équilibrés, à temps, des soins primaires de santé. À l'évidence, le défi est très, très grand. Le gouvernement a aussi débloqué 1 milliard de francs Oui, CFA pour soutenir l'eau, l'électricité au niveau des hôpitaux publics. des hôpitaux publics, oui. On se rend compte que souvent, certaines formations publiques traînent des factures impayées. Ça fait quand même des ordres qu'on ne puisse pas. Je ne parle même pas du fuel ou du gazole qu'on pourrait être amené à mettre dans les groupes en cas de coupure d'électricité, puisqu'on n'a pas une fourniture continue, malgré tous les efforts qui ont été faits. Donc là également, oui, ça adresse forcément des situations embarrassantes et d'indigence intolérable à ces niveaux si on veut assurer des prestations de qualité, même à un niveau minimal. Il ne faut pas négliger cela. Maintenant, reste à ce que les installations soient faites au mieux, que la gestion de l'utilisation aussi soit plus rationalisée, plus responsable, et qu'on limite les gaspillages. Et chemin faisant, peut-être qu'on récupérerait beaucoup d'argent pour mieux faire les choses. On construit des bâtiments en béton qui accumulent la chaleur et qui rendent la climatisation encore plus nécessaire. Alors qu'en anticipant, en réfléchissant en amont sur un autre type d'habitat, sur l'utilisation de la terre, stabiliser des bâtiments mieux orientés, en faisant d'autres choix en amont de manière plus rationnelle, oui, on pourrait arriver à des choses moins coûteuses et plus soutenables. Et c'est même grosso modo pourquoi on parle de soutenabilité du développement. Le développement spectaculaire, spontané, est rarement durable. Donc comment on fait pour assurer la durabilité des infrastructures, de tout ce qu'on a investi et qui devrait quand même nous amener à gagner en économie d'échelle sur la durée. Gageons que cette culture-là du bon investissement, de la maintenance se développe dans notre pays pour que les investissements publics, les dépenses publiques soient de meilleure qualité, nous donnent des résultats plus optimisés. Et les privés, par exemple, parlant de la gratuité de l'enseignement, voire des soins, le privé a besoin de rentabiliser son affaire. Tout le monde a besoin de rentabiliser, d'assurer l'équilibre. Mais le public n'est pas là pour faire du gain, pour faire du bénéfice. C'est la différence fondamentale. Et
Donc le public qui dépense, qui utilise les intrants, les médicaments disponibles, les kits et autres là, pour soigner les urgences, même gratuitement, ne peut pas continuer de le faire si le stock n'est pas renouvelé. Donc il faut prévoir le financement et c'est certainement ce que le gouvernement fait en dégageant cette enveloppe financière et en la dédiant aux situations d'urgence, je crois, où le pronostic vital est engagé. Donc il y a déjà quelques critères. C'est pas le premier venu qui sera pris en charge gratuitement. C'est celui qui est en désespoir de vie. Donc quand on parle de pronostic vital, c'est à la limite même celui qui ne peut plus parler. Et donc il faut sauver à tout prix d'abord avant de commencer à lui demander de l'argent. Et ça va humaniser incontestablement l'accueil dans nos formations sanitaires. Parfois, la guérison ne tient pas à grand-chose, ne tient même pas à l'administration de médicaments ou de soins extraordinaires, mais à l'apaisement qu'on ressent, à l'attention qu'on ressent à l'accueil. Donc l'accueil n'est pas chose à banaliser, pas seulement pour les malades, l'accueil pour le tourisme dans notre pays. L'accueil est un indicateur de très grande importance sur la civilité des citoyens d'un pays, sur notre sens de l'hospitalité, sur les possibilités ou non de cohabiter avec nous. Et donc ça se joue à plusieurs niveaux. Et si vous accueillez mal quelqu'un qui est pourtant un potentiel investisseur, vous voyez ce qu'on a perdu. Que sais-je encore. Merci beaucoup à vous, Joël Atay-Guédégbé, pour avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. On espère vous retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Voilà. Merci à vous, merci à Prime News et à vos internautes. Ce sera avec plaisir. Amis internautes, stop et fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.